À Roissy, dans les bureaux modernes de Luxair, l'atmosphère est irrespirable. Julien Moreau, le PDG de la compagnie, un homme de 55 ans au visage anguleux et aux yeux perçants, est assis dans son bureau, face à un écran géant où la vidéo de l'incident tourne en boucle sur les chaînes d'information. À ses côtés, son équipe de direction, composée de cadres au visage tendu, observe en silence les chiffres boursiers qui dégringolent en temps réel sur un autre écran. En quelques heures, les actions de Luxair ont perdu près de 20% de leur valeur, et les investisseurs, alarmés par la décision de Philippe Dubois, commencent à retirer leurs fonds à une vitesse alarmante. Une assistante, Claire Beaumont, homonyme involontaire de l'hôtesse impliquée, entre précipitamment, les mains trêment dans la lumière tamisée de la cabine de première classe d'un vol Luxair reliant Paris à New York. L'atmosphère est feutrée, presque solennelle, comme dans un théâtre avant le lever du rideau. Les fauteuils en cuir beige, les flûtes de champagne posées sur des tablettes en bois verni, les murmures discrets des passagers en costume sur mesure ou robes élégantes composent un tableau d'opulence raffinée, typique des vols transatlantiques réservés à l'élite. Mais ce soir, un vent de tension s'infiltre dans cet univers de luxe. Antoine Dubois, un jeune étudiant noir de 17 ans, est confortablement installé dans le siège 2A, ses écouteurs noirs vissés sur les oreilles. Son regard plongé dans l'écran de sa tablette où défile un documentaire sur l'histoire de l'aviation. Vêtu d'une simple chemise en lin bleu marine et d'un jean sombre, Antoine ne correspond pas à l'image stéréotypée du passager de première classe. Pourtant, il est ici, légitimement, grâce à un billet réservé des semaines à l'avance par son père, Philippe Dubois, PDG de Horizontech, une entreprise technologique française de renom. Pour Antoine, ce siège n'est qu'un détail, un confort parmi d'autres, mais il incarne aussi une leçon apprise dès l'enfance. Un billet payé équivaut à un droit indiscutable, peu importe l'apparence ou l'origine. Son père lui a toujours enseigné que l'élégance véritable réside dans la dignité et non dans les apparences, une valeur profondément ancrée dans la culture française, où l'égalité, du moins en théorie, est un pilier républicain. Mais ce calme apparent est brisé par une voix aiguë, teintée d'une politesse froide. « Monsieur, je crains qu'il y ait une erreur », déclare Claire, l'hôtesse de l'air, son uniforme bleu marine impeccable contrastant avec l'éclat condescendant de son regard. Derrière elle, Madame Élise Beaumont, une femme blanche d'une cinquantaine d'années, se tient droite, sa robe Chanel soulignant une élégance ostentatoire. Ses cheveux blonds sont relevés en un chignon parfait, et elle tapote nerveusement sa montre Cartier, comme si chaque seconde passée à attendre était une offense personnelle. Ses yeux scrutent Antoine avec une méfiance non dissimulée, passant de son visage juvénile à ses vêtements simples, comme si sa présence dans ce siège était une anomalie à corriger. « Ce siège est toujours le mien », murmure Élise assez fort pour que les passagers voisins l'entendent. « C'est pratiquement mon territoire. » Son ton, bien que mesuré, trahit une impatience aristocratique, celle d'une habituée des privilèges qui ne tolère aucun contretemps. Dans la culture française, où le statut social peut parfois primer sur l'égalité formelle, Élise incarne cette assurance des élites qui s'attendent à ce que le monde s'incline devant elle. Antoine lève les yeux, un éclair de confusion traversant son visage calme. Il retire doucement ses écouteurs, révélant une politesse naturelle qui surprend Élise. « Non, madame, c'est bien mon siège, 2A. » répond-il en français impeccable, sa voix claire et posée, fruit d'une éducation soignée dans les meilleures écoles parisiennes. « Mon père a réservé ce billet il y a des semaines. Tout est en règle. » Élise croise les bras, son visage se crispant d'agacement. « Êtes-vous sûr d'avoir lu votre billet correctement ?» insiste-t-elle, son ton montant d'un cran. « Ou peut-être y a-t-il une erreur d'impression. Ces choses-là arrivent, vous savez. » Elle jette un regard autour d'elle, comme pour rallier les autres passagers à sa cause, mais la plupart détournent les yeux, gênés par l'éclat de cette confrontation naissante. Dans la cabine, l'atmosphère devient lourde, presque palpable, comme si chacun retenait son souffle, conscient qu'un drame se profile. À cet instant, Claire revient vers Antoine, son sourire professionnel désormais remplacé par une expression plus froide, presque accusatrice. « Monsieur, puis-je voir votre billet, s'il vous plaît ?» demande-t-elle,
son ton suggérant qu'elle doute déjà de sa légitimité. Antoine, toujours maître de lui, fouille calmement dans la poche de sa veste et tend son billet à l'hôtesse. Le document, impeccablement imprimé, indique clairement « Antoine Dubois, siège 2A ». Mais au lieu de s'excuser ou de vérifier dans le système, Claire fronce les sourcils, examinant Antoine de la tête aux pieds, comme si son apparence, jeune, noire, vêtue simplement, était en soi une preuve d'erreur. « Les billets de première classe sont très coûteux, vous savez, » dit-elle, laissant sa phrase en suspens, lourde de sous-entendus. « Ils sont généralement réservés à nos clients, spéciaux. » Le mot « spéciaux » résonne comme une accusation implicite, un écho des préjugés que la société française, malgré ses idéaux d'égalité, peine parfois à dépasser. À quelques mètres de là, Sophie, une jeune hôtesse débutante, observe la scène depuis l'arrière de la cabine. Âgée d'à peine 22 ans, elle est nouvelle chez Luxair et admire Claire, son aînée, pour son assurance et son professionnalisme. Mais ce qu'elle voit maintenant lui noue l'estomac. Sophie sait qu'Antoine a raison. Elle a vu le manifeste des passagers avant le vol, mais la peur de contredire Claire, une figure d'autorité dans l'équipage, la paralyse. Elle baisse les yeux, triturant nerveusement l'ourlet de son uniforme, partagé entre son sens de la justice et la crainte de compromettre sa carrière naissante. À quelques sièges de là, M. Laurent, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années en costume sur mesure, fronce les sourcils. Il voyage souvent avec Luxair et apprécie le confort de la première classe, mais ce qu'il voit le met mal à l'aise. Il ajuste ses lunettes, hésitant à intervenir, craignant de s'attirer des ennuis dans un milieu où les apparences et les relations comptent autant que les principes. Une autre passagère, Camille, une étudiante en journalisme de 25 ans, sort discrètement son téléphone et commence à filmer, son instinct lui soufflant que cette situation pourrait devenir explosive. Avec ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval et ses lunettes rondes, Camille passe inaperçue, mais son regard vif ne manque aucun détail. « Je suis sûr que mon billet est en règle », répond Antoine, sa voix ferme mais toujours polie. « Mon père Philippe Dubois a tout organisé. Si vous avez un problème, vous pouvez vérifier dans votre système. » Le nom de Philippe Dubois semble faire vaciller Claire un instant, comme si ce patronyme éveillait un vague souvenir, mais Élise intervient, agacée. « Écoutez, Claire, vous savez qui je suis. Je voyage toujours en 2A. Ce jeune homme doit être dans la mauvaise cabine. » Elle glisse discrètement une liasse de billets dans la main de Claire, un geste rapide, presque imperceptible, mais qu'Antoine et Camille, avec son objectif, captent parfaitement. Ce geste, si courant dans les cercles où l'argent achète les privilèges, choque Antoine, qui sent une vague de chaleur monter dans sa nuque. Pourtant, il reste calme, fidèle aux leçons de son père. Ne jamais céder à la colère face à l'injustice, mais défendre ses droits avec dignité. Claire, désormais résolue, se tourne vers Antoine avec un regard glacial. « Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter ce siège. Vous perturbez une cliente fidèle. » Le mot qu'est perturbé sonne comme une accusation absurde, et Antoine sent son cœur s'accélérer. « Je ne bouge pas, » répond-il, sa voix toujours posée mais teintée d'une détermination nouvelle. « Ce siège est le mien, et je n'ai rien fait de mal. Si madame a un problème, elle peut vérifier avec le système. » La tension monte d'un cran. Claire, visiblement déstabilisée par la fermeté d'Antoine, appelle Victor, le chef de cabine, un homme grand et imposant, connu pour son attitude inflexible envers les fauteurs de troubles. Victor s'approche, son regard dédaigneux scrutant Antoine comme s'il évaluait une menace. « Écoutez, jeune homme, » commence-t-il, sa voix grave et autoritaire, « si vous ne coopérez pas, nous devrons prendre des mesures. Ce n'est pas votre place ici. » Antoine, toujours assis, soutient son regard. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, c'est ma place. Voici mon billet. » Il tente à nouveau le document, mais Victor le repousse d'un geste de la main, comme si ce bout de papier n'avait aucune valeur. À cet instant, Sophie, toujours à l'arrière, sent une boule se former dans sa gorge. Elle veut parler, dire que le billet d'Antoine est valide, mais la peur de perdre son emploi la retient. Elle pense à sa famille,
à ses parents qui ont toujours rêvé de la voir réussir dans une carrière prestigieuse. Pourtant, son silence la ronge, comme une trahison envers ses propres valeurs. Monsieur Laurent, de son côté, commence à remuer sur son siège. Il murmure à sa voisine, une femme d'affaires d'une quarantaine d'années. C'est scandaleux, ce garçon n'a rien fait de mal. Mais il ne va pas plus loin, craignant de se mêler d'une affaire qui pourrait compliquer son propre voyage. Camille, elle, continue de filmer, son téléphone dissimulé derrière un magazine. Elle capture chaque mot, chaque regard, chaque geste, consciente que cette vidéo pourrait devenir une preuve cruciale. Élise, de plus en plus impatiente, s'adresse à Claire avec une autorité renouvelée. « Claire, vous savez que je suis une cliente fidèle. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec un gamin. » Le mot « gamin » est prononcé avec un mépris qui fait tressaillir Antoine, mais il se ressaisit rapidement. « Madame, dit-il, son ton toujours courtois mais ferme, je ne suis pas un gamin. Je suis un passager comme vous, avec un billet valide. Si vous avez un problème, je vous suggère de parler au personnel. » Sa réponse, d'une maturité surprenante, fait vaciller Élise, qui ne s'attendait pas à une telle assurance de la part d'un adolescent. Mais Claire, galvanisée par le soutien d'Élise, appelle le cockpit. Quelques instants plus tard, le commandant Étienne, un pilote expérimenté aux tempes grisonnantes, apparaît dans la cabine. Son visage sévère et son uniforme orné d'insignes imposent le respect, mais son regard, lorsqu'il se pose sur Antoine, est froid et dénué d'empathie. Victor lui explique rapidement la situation, omettant délibérément le billet valide d'Antoine. « Commandant, nous avons un passager qui refuse de coopérer, dit-il, désignant Antoine. Étienne, sans même demander à voir le billet, se tourne vers Antoine. « Jeune homme, si vous continuez à perturber ce vol, je serai forcé d'appeler la sécurité de l'aéroport. Je ne tolérerai aucun désordre à bord. » Antoine sent une vague de frustration l'envahir, mais il reste maître de lui. « Monsieur, je ne perturbe rien. Voici mon billet, » dit-il, le tendant une dernière fois. Étienne l'ignore, hochant la tête en direction de Victor, comme s'il validait une décision déjà prise. Camille, toujours en train de filmer, zoome sur le visage d'Antoine, capturant l'éclat de déception dans ses yeux. Sophie, incapable de supporter la situation plus longtemps, fait un pas en avant, mais Claire lui lance un regard qui la fige sur place. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité en uniforme montent à bord. « Monsieur, veuillez nous suivre, » dit l'un d'eux, sa voix neutre mais ferme. Antoine, sentant le regard de tous les passagers sur lui, ramasse lentement ses affaires. Il se lève, la tête haute, et marche vers la sortie, encadré par les agents. Élise, satisfaite, s'installe dans le siège 2A avec un sourire triomphant, ignorant les murmures désapprobateurs de quelques passagers. Sophie, les larmes aux yeux, se détourne, incapable de regarder Antoine quitter l'avion. Laurent, lui, baisse la tête, rongé par la culpabilité de son inaction. Mais Camille, toujours discrète, arrête l'enregistrement. Elle sait que cette vidéo, qu'elle s'apprête à diffuser sur les réseaux sociaux, pourrait changer la donne. Alors qu'Antoine descend les escaliers menant à la porte d'embarquement, sous les regards curieux des autres passagers dans le terminal, son téléphone vibre. Un message de son père, Philippe Dubois, apparaît. « Je viens de voir ce qui s'est passé. Reste fort, fiston, on va régler ça. » À des milliers de kilomètres de là, dans son bureau parisien, Philippe regarde la vidéo que Camille a déjà publiée, son visage se durcissant à mesure que les images défilent. Ce qui semblait être une simple dispute pour un siège est sur le point de devenir une tempête qui ébranlera Luxair et bien au-delà. Dans les heures qui suivent l'incident à bord du vol Luxair reliant Paris à New York, une tempête numérique s'abat sur la compagnie aérienne, aussi soudaine et dévastatrice qu'un orage d'été sur la Côte d'Azur. La vidéo tournée par Camille, l'étudiante en journalisme de 25 ans, se propage à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, partagée, retweetée et commentée par des milliers, puis des millions d'utilisateurs indignés. Sous le hashtag #Justice pour Antoine, les images crues de l'altercation capturent l'arrogance de Madame Élise Beaumont,
Le geste furtif de la liasse de billets glissée dans la main de Claire, l'hôtesse de l'air, la froideur autoritaire de Victor, le chef de cabine, et l'indifférence du commandant Étienne. Ces images deviennent le symbole d'une injustice criante, une tache sur l'image d'une compagnie aérienne qui se targue d'incarner le luxe et l'élégance à la française. En France, où l'idéal républicain d'égalité est un pilier sacré, même s'il est souvent mis à l'épreuve, l'incident touche une corde sensible. Les commentaires fusent sur Twitter, Facebook et Instagram, oscillant entre colère et incrédulité. Comment une compagnie comme Luxair peut-elle tolérer un tel comportement? C'est une honte pour notre pays, une trahison des valeurs de la République. Ce garçon mérite des excuses publiques et des sanctions immédiates. En quelques heures, la vidéo atteint des centaines de milliers de vues, puis des millions, attirant l'attention des grands médias français, de Le Monde à Libération, en passant par France Info et les chaînes internationales comme CNN et BBC. Les rédactions s'emparent de l'affaire avec une vigueur sans précédent, voyant dans cette histoire un miroir des tensions sociales qui persistent dans une France moderne, tiraillée entre ses idéaux d'égalité et les réalités de la discrimination. À des milliers de kilomètres, dans un bureau cossu du 8e arrondissement de Paris, Philippe Dubois, PDG d'Horizontech, regarde la vidéo sur son ordinateur, ses mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil en cuir. Son visage, habituellement impassible, trahit une colère contenue, mais aussi une profonde déception. Philippe n'est pas seulement un homme d'affaires influent, il est aussi un père qui a toujours enseigné à son fils, Antoine, que la dignité ne se mesure ni à la couleur de la peau, ni à l'épaisseur du portefeuille. En tant que principal investisseur de Luxair, ayant injecté des millions d'euros pour sauver la compagnie de la faillite 2 ans plus tôt, il se sent trahi, comme si l'entreprise qu'il a soutenue avait piétiné les valeurs qu'il chérit. Il ferme son ordinateur d'un geste sec, se lève et appelle son assistant, Paul, un homme discret et efficace qui gère son emploi du temps avec une précision militaire. « Annulez tous mes rendez-vous », ordonne-t-il, sa voix basse mais ferme. « Je veux une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Maintenant. » Quelques minutes plus tard, il compose un message public, publié sur son compte LinkedIn, où il annonce, en termes mesurés mais implacables: « En raison des agissements discriminatoires de Luxair à l'encontre de mon fils, Antoine Dubois, Horizontech met fin à tout partenariat stratégique avec la compagnie. Nous ne pouvons tolérer une organisation qui bafoue les valeurs fondamentales d'égalité et de justice. » Ce message, sobre mais dévastateur, est comme une bombe larguée sur le siège social de Luxair, ébranlant les fondations d'une entreprise déjà fragilisée par des années de gestion hasardeuse. Blantait, un iPad serré contre sa poitrine. « Monsieur Moreau, nous venons d'apprendre que le passager, Antoine Dubois, est le fils de Philippe Dubois, PDG d'Horizontech, notre plus gros investisseur. » Un silence glacial s'abat sur la pièce. Julien, habitué à naviguer dans les tempêtes du monde des affaires, sent pour la première fois une sueur froide couler dans son dos. « Répétez cela, » murmure-t-il, comme s'il espérait avoir mal entendu. L'assistante nerveuse répète. « Antoine est le fils de Philippe Dubois. Les médias l'ont confirmé. L'affaire est hors de contrôle, monsieur. Les investisseurs paniquent et les réservations chutent. » Julien convoque immédiatement une réunion de crise dans la salle de conférence, un espace ultramoderne avec vue sur les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. Les hauts dirigeants de Luxair, d'ordinaire si confiants dans leurs costumes impeccables, affichent des mines décomposées. Autour de la table en verre, David Lefebvre, le directeur financier, prend la parole, sa voix tremblante mais claire. « Nous perdons des millions d'euros à chaque heure. Si nous ne réagissons pas immédiatement, Luxair risque la faillite d'ici la fin de la semaine. Il nous faut une déclaration publique, des excuses sincères et des mesures concrètes pour montrer que nous prenons cette affaire au sérieux. » Julien, les mains jointes, fixe l'écran géant où les chiffres boursiers continuent leur chute vertigineuse comme un sablier implacable. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» demande-t-il, sa voix aussi tranchante qu'un couperet. « Comment avons-nous pu laisser un étudiant, le fils de notre plus gros investisseur, être traité ainsi ?» Un silence pesant s'installe, jusqu'à ce que Claire Beaumont, la responsable du service client, prenne la parole, hésitante.
Monsieur, ce n'est pas la première fois que ce genre de malentendu se produit. Nos équipes ont parfois privilégié les clients VIP, mais cette fois, c'est filmé et le passager est quelqu'un d'important. Julien la foudroie du regard, ses yeux brillants d'une colère contenue. Vous insinuez que nous tolérons ce genre de comportement depuis trop longtemps, que nous fermons les yeux sur des pratiques discriminatoires tant qu'elles ne sont pas exposées au grand jour. Claire baisse les yeux, incapable de répondre, ses joues rougissant sous le poids de la réprimande. Pendant ce temps, à Paris, Marianne, une jeune journaliste indépendante de 28 ans, suit l'affaire avec une passion ardente. Spécialisée dans les questions de justice sociale, elle travaille pour un média en ligne connu pour ses enquêtes percutantes. Avec ses cheveux bruns noués en un chignon désordonné et ses lunettes carrées, Marianne est l'archétype de la journaliste engagée, toujours à l'affût d'une histoire qui peut faire bouger les lignes. Lorsqu'elle découvre la vidéo de Camille sur Twitter, elle y voit une occasion unique de dénoncer les dérives d'une société encore marquée par les préjugés, même dans un pays comme la France, où la devise liberté, égalité, fraternité orne les frontons des mairies. Elle contacte immédiatement Camille via un message direct et, après un échange rapide, obtient son autorisation pour diffuser la vidéo sur une plateforme plus large, accompagnée d'un article cinglant intitulé « Luxaire ». Quand l'argent et les préjugés chassent un jeune noir de son siège légitime. Publié à la mi-journée, l'article devient viral, amplifiant la colère publique. Le hashtag #IJustice pour Antoine grimpe en tête des tendances et des manifestations spontanées s'organisent devant les bureaux de Luxaire à Paris, Lyon et même Marseille, où des pancartes brandissent des slogans comme « Égalité pour tous » et « Stop au racisme dans les airs ». Marianne, assise dans un café du Marais, regarde son article se propager, son cœur battant à l'idée qu'elle contribue à une cause plus grande qu'elle. Dans l'aéroport, Sophie, la jeune hôtesse qui a assisté à l'incident en silence, est rongée par la culpabilité. Assise dans une salle de repos réservée au personnel, elle revoit en boucle la scène où elle n'a rien dit, n'a rien fait, malgré son instinct qui lui criait d'intervenir. Elle pense à sa grand-mère, une femme modeste du sud de la France, près d'Avignon, qui lui a toujours appris que le silence face à l'injustice est une forme de complicité. Incapable de supporter ce poids plus longtemps, Sophie prend une décision courageuse. Elle contacte Marianne anonymement, via un courriel envoyé depuis une adresse temporaire. « J'étais là », écrit-elle, ses doigts tremblants sur le clavier. « J'ai vu le billet d'Antoine, il était en règle. » Claire a accepté l'argent d'Élise sans hésiter, et Victor l'a soutenue. « Je veux rétablir la vérité, même si ça met mon emploi en danger. » Ce témoignage, bien que discret, donne à Marianne une arme supplémentaire pour alimenter l'indignation publique. Elle intègre des extraits anonymes du courriel dans un nouvel article, renforçant la pression sur Luxaire. Sophie, en envoyant ce message, sent un poids s'alléger. Mais elle sait que son geste pourrait avoir des conséquences. Elle pense à sa grand-mère, qui serait fière de son courage, mais aussi à ses collègues, qui pourraient la considérer comme une traîtresse. De son côté, Élise Beaumont, confortablement installée dans une suite d'un hôtel 5 étoiles à Manhattan, savoure ce qu'elle croit être une victoire. Elle sirote un verre de Sancerre, ignorant les notifications qui s'accumulent sur son téléphone. Lorsqu'elle les consulte enfin, son visage blêmit. Son nom est partout, associé à des mots comme corruption, racisme et privilège. Son entreprise, une maison de mode parisienne prestigieuse, lui envoie un courriel l'informant de sa suspension immédiate pour comportement incompatible avec les valeurs de l'entreprise. Élise, habituée à manipuler les situations à son avantage grâce à son réseau et à son argent, tente de contacter ses relations influentes, des avocats, des amis dans les médias, des collègues haut placés, pour étouffer l'affaire, mais ses appels restent sans réponse. Même ses amis de longue date, issus des cercles huppés de Paris, commencent à l'éviter, gênés par l'ampleur du scandale. Élise, seule dans sa suite luxueuse, sent pour la première fois une solitude qu'elle n'avait jamais connue. Elle regarde par la fenêtre les lumières de New York, se demandant comment une simple dispute pour un siège a pu détruire sa réputation en quelques heures. Julien Moreau, conscient que la survie de Luxaire est en jeu, prend des mesures radicales. Lors d'une conférence de presse organisée en urgence à Roissy,
Il apparaît devant une foule de journalistes, son visage fatigué mais déterminé. Luxair ne tolère aucun comportement discriminatoire, déclare-t-il, son ton solennel masquant à peine sa nervosité. Nous présentons nos excuses les plus sincères à M. Antoine Dubois et à sa famille. Les employés impliqués, Claire, Victor et le commandant Étienne, ont été suspendus avec effet immédiat et une enquête interne approfondie est en cours. Mais les excuses, bien que nécessaires, ne suffisent pas à apaiser l'opinion publique. Les réseaux sociaux continuent de s'enflammer et les pertes financières s'accumulent à une vitesse alarmante. Julien, après une réunion marathon avec son conseil d'administration, annonce une décision sans précédent. La suspension de tous les vols Luxair pendant 48 heures pour un programme de formation obligatoire contre les discriminations, impliquant tous les employés, des hôtesses aux pilotes, des agents d'enregistrement au cadre supérieur. Cette décision choque les actionnaires, qui redoutent des pertes financières colossales, mais Julien sait qu'il n'a pas le choix. Nous devons montrer au monde que Luxair peut changer, insiste-t-il, face à un David Lefebvre sceptique qui murmure « Cela pourrait nous coûter des millions » et peut-être la compagnie elle-même. Pendant ce temps, Philippe Dubois, depuis son bureau parisien, observe l'effondrement de Luxair avec une satisfaction amère. Il n'éprouve aucun plaisir à voir une entreprise qu'il a autrefois soutenue s'effondrer, mais il sait que cette crise est nécessaire pour provoquer un changement systémique. Déterminé à aller au-delà de la punition, il annonce la création du programme Nouvelle Chance, une initiative humanitaire soutenue par Horizon Tech visant à rééduquer les individus ayant commis des erreurs graves en raison de préjugés. Le programme propose des ateliers de sensibilisation, des discussions ouvertes et des rencontres avec des victimes d'injustice pour encourager une remise en question profonde. Philippe, dans un communiqué, explique « La justice ne se limite pas à punir. Elle doit éduquer et transformer. Ce programme est une chance pour ceux qui ont fauté de devenir meilleurs et pour la société de guérir. » Cette initiative, saluée par les médias progressistes, surprend même les critiques les plus virulents de Luxair qui y voient un signe d'espoir. À New York, Camille, désormais au centre de l'attention médiatique, est contactée par des chaînes comme France 24 et Arte pour raconter son expérience. Assise dans un café de Brooklyn, elle reste humble, insistant sur le fait que son geste était spontané. « J'ai filmé parce que je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Ce que j'ai vu n'était pas juste. Antoine ne méritait pas ça. » Son témoignage, combiné à celui de Sophie et aux articles percutants de Marianne, maintient une pression constante sur Luxair. Marianne, de son côté, rédige un nouvel article depuis un café du Marais, intitulé « L'affaire Antoine Dubois. Quand le courage citoyen défie l'injustice ». Elle y écrit « Cette histoire montre que la justice n'est pas seulement une question de loi ou de sanction, mais de courage collectif. » Camille, Sophie et tous ceux qui partagent cette vidéo nous rappellent que l'égalité est l'affaire de tous. Dans l'aéroport, Sophie, après avoir envoyé son courriel à Marianne, décide de faire un pas de plus. Elle contacte le département des ressources humaines de Luxair et demande à témoigner officiellement dans l'enquête interne. « Je ne peux plus me taire », dit-elle à son supérieur, un homme bourru mais juste, qui l'écoute avec attention. « J'ai vu ce qui s'est passé. Antoine avait le droit d'être là. Claire et Victor ont fait une erreur et je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. » Son témoignage, bien que risqué, lui donne un sentiment de libération. Elle pense à sa grand-mère, qui lui disait toujours « Le courage, c'est faire ce qui est juste, même quand tout le monde te dit de te taire. » Sophie sait que son geste pourrait compromettre sa carrière, mais elle choisit de suivre sa conscience, un choix rare dans un monde où la sécurité professionnelle l'emporte souvent sur les principes. À Paris, Julien Moreau, seul dans son bureau, regarde par la fenêtre les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle, désormais silencieuses. Les 48 heures de suspension des vols Luxair approchent, et il sait que ce sera un calvaire financier et médiatique. Les plaintes des passagers affluent, les réservations s'effondrent, et les actionnaires menacent de retirer leurs fonds. Pourtant, Julien sent que cette crise est une opportunité, une chance de reconstruire Luxair sur des bases plus justes.
Il rédige un courriel à Philippe Dubois, espérant ouvrir un dialogue, mais il craint que l'homme d'affaires, connu pour son intransigeance face à l'injustice, ne lui accorde aucune clémence. Ce qu'il ignore, c'est que Philippe, de son côté, prépare une nouvelle étape dans sa quête de justice, une étape qui ne se contentera pas de punir, mais cherchera à transformer profondément une entreprise, une industrie, et peut-être même une société entière. Alors que la nuit tombe sur Paris, les lumières de la ville scintillent, mais pour Luxer, l'obscurité semble encore loin de se dissiper. Quelques mois après la tempête médiatique et financière qui a secoué Luxer, une lueur d'espoir commence à poindre dans l'horizon de la compagnie aérienne. À Paris, sous un ciel printanier où les cerisiers du Champ-de-Mars commencent à fleurir, Antoine Dubois, désormais âgé de 17 ans et demi, se tient sur la scène d'un grand événement national dédié aux droits humains. La salle, un auditorium élégant du Palais des Congrès, est remplie de milliers de personnes, activistes, journalistes, jeunes leaders et même des représentants de grandes entreprises, tous venus écouter le témoignage d'un adolescent dont l'histoire a ébranlé une nation. Vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre, Antoine dégage une assurance calme, loin de l'image du garçon humilié qui a quitté un avion sous escorte il y a 6 mois. Son regard, profond et résolu, balaye l'audience, et sa voix, claire et posée, résonne dans la salle silencieuse. « Bonjour à tous », commence-t-il, un léger sourire éclairant son visage. « Je m'appelle Antoine Dubois. Beaucoup d'entre vous me connaissent à cause d'une histoire que je n'aurais jamais imaginé vivre. Une histoire d'injustice et de préjugés, mais aussi une histoire de changement, de courage et de pardon. Dans la culture française, où les idéaux de la République, liberté, égalité, fraternité, sont gravés dans l'âme collective, le discours d'Antoine touche une corde sensible. Il raconte, avec une sincérité désarmante, l'humiliation qu'il a subie sur ce vol Luxer, lorsqu'il a été forcé de quitter son siège légitime à cause de la couleur de sa peau et des préjugés d'une cliente influente, Madame Élise Beaumont, soutenue par l'hôtesse Claire, le chef de cabine Victor et le commandant Étienne. Mais Antoine ne s'attarde pas sur la douleur. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas seulement d'être expulsé devant des centaines de personnes, dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion. C'était de réaliser que pour certains, je ne méritais pas d'être là, simplement à cause de mon apparence. Pourtant, aujourd'hui, je ne suis pas ici pour accuser, mais pour partager ce que j'ai appris. La justice véritable ne se limite pas à punir. Elle doit éduquer, transformer et parfois pardonner. Dans l'audience, 3 visages familiers écoutent en silence, leurs expressions mêlant respect, honte et gratitude. Claire, Victor et Étienne, autrefois au cœur du scandale, sont présents, invités par Antoine lui-même. Ils participent au programme Nouvelle Chance, créé par Philippe Dubois, le père d'Antoine, pour offrir une opportunité de rédemption à ceux qui ont commis des erreurs graves sous l'influence de préjugés. Ce programme, lancé dans les semaines suivant l'incident, a attiré l'attention des médias et des organisations de défense des droits humains, non pas pour sa sévérité, mais pour son humanisme. Dans une société française où le débat sur la discrimination raciale est souvent polarisé, l'approche de Philippe, alliant responsabilité et compassion, est perçue comme une révolution tranquille. Antoine, en regardant Claire, Victor et Étienne dans la salle, leur adresse un léger signe de tête, un geste simple mais chargé de sens. Il leur a pardonné, non pas pour effacer leurs fautes, mais pour leur offrir une chance de devenir meilleurs. À l'arrière de la salle, Sophie, la jeune hôtesse qui a brisé son silence pour témoigner contre ses collègues, est également présente. Après avoir fourni des preuves cruciales à l'enquête interne de Luxer, elle a été promue ambassadrice des nouvelles initiatives anti-discrimination de la compagnie. Sophie, avec ses cheveux blonds attachés en une tresse soignée, écoute Antoine avec admiration. Elle pense à sa grand-mère, dont les leçons sur le courage continuent de la guider. À ses côtés, Lucas, un jeune ingénieur aéronautique de 26 ans, prend des notes. Lucas, qui a rejoint le programme Nouvelle Chance après avoir été témoin d'un incident similaire dans une autre compagnie, est devenu un ami proche d'Antoine. Leur lien,
né de discussions franches sur les préjugés et la responsabilité, a aidé Antoine à surmonter les blessures émotionnelles de l'incident. Lucas, avec son sourire timide et son regard vif, représente une nouvelle génération d'employés de l'industrie aéronautique déterminés à changer les choses de l'intérieur. Luxair, de son côté, a traversé une transformation spectaculaire. Sous la direction de Julien Maureau, le PDG, la compagnie a investi des millions d'euros dans des réformes profondes. Les 48 heures de suspension des vols, décidées sous la pression de Philippe Dubois, ont marqué un tournant. Pendant ces 2 jours, tous les employés, des agents d'enregistrement aux pilotes, des hôtesses aux cadres supérieurs, ont participé à des formations intensives sur les biais inconscients et la discrimination, animées par des experts d'Horizon Tech. Ces sessions, loin d'être des exercices formels, ont confronté les employés à des récits réels, y compris celui d'Antoine, projeté sur grand écran. Beaucoup, comme Sophie, ont versé des larmes en réalisant l'impact de leur silence ou de leurs actions passées. Julien lui-même, habitué à gérer des crises financières, mais peu confronté aux questions d'éthique, a suivi les formations, assis au premier rang, prenant des notes comme un étudiant. Pour la première fois, il a compris que le luxe, si cher à l'image de Luxair, n'a de sens que s'il s'accompagne de respect et d'équité. 6 mois après l'incident, Luxair a invité des organisations indépendantes à auditer ses opérations, sa culture d'entreprise et son service client. Les résultats, publiés dans un rapport exhaustif, sont un triomphe. Luxair a éliminé les pratiques discriminatoires, instauré des protocoles stricts pour garantir l'égalité de traitement et formé l'ensemble de son personnel à reconnaître et contrer les préjugés. Le rapport, largement relayé par Le Figaro et Les Échos, fait de Luxair un modèle de responsabilité sociale dans l'industrie aéronautique. La compagnie adopte un nouveau slogan, Luxair, une compagnie pour tous, qui résonne comme une promesse solennelle. Les clients, d'abord sceptiques, commencent à revenir, séduits par les changements visibles. Des hôtesses plus chaleureuses, une absence de distinction entre passagers VIP et ordinaires, et une transparence inédite dans les communications de la compagnie. À l'échelle internationale, l'histoire de Luxair devient une source d'inspiration. Lors d'un séminaire mondial sur la responsabilité sociale dans l'aviation, organisé à Genève, Julien Maureau et Philippe Dubois partagent la scène. Julien, avec une humilité nouvelle, raconte les leçons douloureuses apprises par Luxair. « Nous avons commis une erreur grave, admet-il, son ton grave captivant l'audience. Mais c'est cette erreur qui nous a forcés à repenser ce que signifie être une entreprise de luxe. Le vrai luxe, c'est l'équité, la dignité, l'humanité. » Philippe, à ses côtés, ajoute « Ce qui compte, ce n'est pas la gravité de nos erreurs, mais ce que nous en faisons. » Luxair a choisi la voie difficile du changement, et aujourd'hui, ils sont la preuve que la rédemption est possible. Leur collaboration, autrefois impensable, devient un symbole puissant, salué par des applaudissements nourris. Des compagnies aériennes du monde entier, de Singapore Airlines à Lufthansa, commencent à s'inspirer du modèle de Luxair, lançant leur propre programme de formation contre les discriminations. Dans le cadre du programme Nouvelle Chance, Claire, Victor et Étienne ont suivi un chemin de rédemption ardu mais transformateur. Les ateliers, animés par des psychologues, des sociologues et des victimes de discrimination, les ont forcés à confronter leurs erreurs. Claire, autrefois fière de son rôle d'hôtesse modèle, a pleuré en écoutant le témoignage d'Antoine projeté lors d'une session. « J'ai cru que mon silence était inoffensif », confesse-t-elle, lors d'une discussion de groupe, sa voix tremblante. « Mais j'ai compris que mon silence a fait de moi une complice. » Elle travaille désormais pour une ONG luttant contre les discriminations raciales, utilisant son expérience pour éduquer les autres. Victor, dont l'arrogance masquait une insécurité profonde, a trouvé du sens en enseignant l'éthique du service client dans une école de formation à Toulouse. Étienne, le pilote chevronné, a pris sa retraite anticipée mais s'est engagé comme mentor pour de jeunes pilotes, leur inculquant l'importance de l'intégrité. Lors d'une session mémorable, les trois se sont levés pour s'excuser publiquement auprès d'Antoine, un moment émouvant capturé par les caméras et diffusé dans un documentaire sur France 2. Sophie, quant à elle, a trouvé sa vocation.
En tant qu'ambassadrice des initiatives anti-discrimination de Luxair, elle voyage dans les aéroports de France pour former les nouveaux employés. Elle raconte souvent l'histoire d'Antoine, non pas pour accuser, mais pour inspirer. J'ai appris que le courage, c'est parfois risquer sa place pour défendre ce qui est juste, dit-elle lors d'une formation à Nice, ses yeux brillants de conviction. Lucas, l'ingénieur aéronautique, a lui aussi trouvé sa place. Il a conçu un module de formation interactif pour Nouvelle Chance, utilisant des simulations pour montrer les conséquences des préjugés. Sa relation avec Antoine s'est approfondie, et les deux jeunes hommes partagent désormais une amitié basée sur leur volonté commune de construire un avenir plus équitable. De retour à l'auditorium, Antoine conclut son discours avec des mots qui résonnent comme une profession de foi. J'ai choisi de pardonner, non pas parce que c'était facile, mais parce que le pardon libère. Il libère ceux qui ont fauté, mais surtout, il me libère, moi, du poids de la rancune. Mon père m'a appris que la justice véritable, c'est celle qui construit un avenir meilleur pour tous. L'audience, émue, se lève pour une ovation prolongée. Dans les premiers rangs, Philippe Dubois, les yeux brillants de fierté, pose une main sur l'épaule de son fils. « J'ai toujours cru que la justice était une question de punition, » dit-il, prenant la parole à son tour. Mais Antoine m'a montré qu'elle est aussi une question d'éducation et de rédemption. Luxair a fait une erreur, mais ils ont choisi de changer. Et ce changement est une victoire pour nous tous. Julien Moreau, présent dans la salle, acquiesce, ému. Il sait que le chemin de Luxair est encore long, mais les progrès sont indéniables. Les pertes financières, bien que lourdes, ont été compensées par une vague de nouveaux clients, séduits par la nouvelle image de la compagnie. Les organisations de défense des droits humains, autrefois critiques, saluent désormais Luxair comme un exemple de ce qu'une entreprise peut accomplir lorsqu'elle affronte ses erreurs avec courage. Alors qu'Antoine quitte la scène sous les applaudissements, il croise le regard de Claire, Victor et Étienne. Il lui sourit, un mélange de gratitude et de respect dans les yeux. Sophie s'approche pour lui serrer la main, murmurant « Merci de nous avoir donné une chance de changer ». Lucas, à ses côtés, ajoute avec un sourire « Tu as fait plus que changer une compagnie, Antoine. Tu as changé des vies. » À l'extérieur, sous le soleil doux du printemps parisien, Antoine marche aux côtés de son père, un sentiment de légèreté dans le cœur. Il sait que son histoire, née d'une injustice douloureuse, est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes. Dans une France où les débats sur l'égalité et la diversité restent vifs, l'histoire d'Antoine et de Luxair rappelle que le changement, bien que difficile, est possible. Comme le disait Victor Hugo, une figure tutélaire de la culture française, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Pour Antoine, Philippe et tous ceux qui ont été touchés par cette histoire, cette idée, celle d'une justice humaine, éducative et rédemptrice, est désormais une réalité. L'histoire d'Antoine Dubois, telle que racontée dans Un siège pour la justice, est bien plus qu'un simple incident sur un vol Luxair. C'est une parabole contemporaine qui résonne profondément avec les valeurs fondamentales de la culture française: liberté, égalité, fraternité, tout en mettant en lumière les défis persistants auxquels notre société est confrontée. Cette histoire, ancrée dans une réalité où les préjugés et les privilèges peuvent encore façonner les interactions humaines, nous invite à réfléchir à notre propre comportement, à nos silences et à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus juste. En tant que Français, où l'idéal républicain est un phare, mais où les réalités sociales révèlent parfois des failles, cette histoire nous touche au cœur, nous incitant à examiner nos responsabilités individuelles et collectives. À travers cette réflexion, je souhaite partager mes impressions sur cette histoire puissante et les leçons qu'elle nous enseigne, applicables à notre vie quotidienne, avant de conclure par un appel à l'action pour amplifier ce message universel. Tout d'abord, l'histoire d'Antoine Dubois est un rappel poignant que l'injustice, même dans les contextes les plus banals comme un siège d'avion, peut avoir des répercussions profondes. Antoine, un jeune homme de 17 ans, est victime d'un traitement discriminatoire non pas à cause de ses actions, mais à cause de son apparence, sa couleur de peau et son style vestimentaire jugé inapproprié par une cliente VIP, Élise Beaumont, et par le personnel de bord. Ce moment,
où Antoine est forcé de quitter son siège légitime sous les regards curieux des autres passagers, reflète une réalité douloureuse. Les préjugés, qu'ils soient conscients ou inconscients, continuent d'exister, même dans une société qui prône l'égalité. En France, où l'histoire de la Révolution et les idéaux des Lumières façonnent notre identité, cette scène est un choc. Elle nous rappelle que les principes gravés sur les frontons de nos institutions ne sont pas toujours appliqués dans la vie quotidienne. Mon sentiment face à cette injustice est un mélange de colère et de tristesse, car elle révèle combien il est facile, même pour des individus bien intentionnés, de céder aux stéréotypes ou à la pression sociale. L'une des figures les plus marquantes de cette histoire est Sophie, la jeune hôtesse qui, bien que consciente de l'injustice, choisit initialement le silence par peur de compromettre sa carrière. Son dilemme est universel. Combien de fois, dans nos propres vies, avons-nous hésité à intervenir face à une situation injuste, par crainte des conséquences? Sophie incarne cette lutte intérieure entre le confort de l'inaction et le courage de la vérité. Lorsqu'elle décide finalement de témoigner, elle fait preuve d'un courage qui transcende la peur, un courage qui résonne avec la tradition française de résistance face à l'oppression, de Voltaire à Zola. Cette transformation m'inspire profondément, car elle montre que le changement personnel est possible, même après un moment de faiblesse. Sophie nous enseigne que le silence n'est jamais neutre. Il peut être une forme de complicité. Dans ma vie, je m'efforce désormais de ne plus détourner le regard face à l'injustice, même dans les petites choses. Un commentaire déplacé au travail, une discrimination subtile dans un magasin. Chaque geste compte, car, comme l'a dit Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Un autre aspect poignant de l'histoire est la démarche de Philippe Dubois, le père d'Antoine, qui choisit non seulement de punir Luxer en retirant ses investissements, mais aussi de créer le programme Nouvelle Chance pour offrir une rédemption à ceux qui ont fauté, comme Claire, Victor et Étienne. Cette approche, mêlant justice et compassion, reflète une valeur profondément française: la croyance en la capacité de l'individu à se réinventer. Dans notre culture, marquée par des figures comme Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo, la rédemption est un thème central. Philippe ne se contente pas de condamner. Il donne une chance à ceux qui ont fait erreur de se confronter à leurs fautes et de changer. Cette générosité m'a profondément touché, car elle montre que la justice véritable ne se limite pas à la punition. Elle doit éduquer, transformer et parfois pardonner. Dans ma propre vie, j'essaie d'appliquer cette leçon en étant plus patient avec ceux qui font des erreurs, en leur offrant une chance de s'expliquer et de s'améliorer, plutôt que de les juger hâtivement. Cela demande de l'humilité, mais c'est une voie vers des relations plus humaines. Antoine lui-même est une source d'inspiration. À seulement 17 ans, il fait preuve d'une maturité et d'une dignité remarquables, restant calme face à l'humiliation et choisissant le pardon plutôt que la rancune. Son discours final, où il déclare que le pardon libère non seulement ceux qui ont fauté, mais aussi lui-même, est un moment de grâce. En France, où le débat public peut parfois être marqué par la polarisation, le choix d'Antoine de pardonner est un acte radical. Il incarne l'idée de fraternité, ce troisième pilier de la République souvent négligé. Antoine nous rappelle que la haine et la vengeance emprisonnent, tandis que le pardon ouvre la voie à la guérison. Cette leçon m'a conduit à réfléchir à mes propres ressentiments. J'ai réalisé qu'en pardonnant à ceux qui m'ont blessé, un collègue qui m'a critiqué injustement, un ami qui m'a déçu, je me libère d'un poids inutile. Le pardon, comme Antoine le montre, n'est pas une faiblesse, mais une force qui construit un avenir meilleur. L'histoire de Luxer, qui passe de la disgrâce à la renaissance grâce à des réformes courageuses, est également un modèle pour nous tous. La décision de Julien Moreau de suspendre les vols pendant 48 heures pour former l'ensemble du personnel contre les discriminations montre qu'une organisation, même après une faute grave, peut se réinventer. Dans une société française où les institutions sont parfois critiquées pour leur rigidité, cette transformation est encourageante. Elle nous enseigne que le changement systémique est possible, mais qu'il exige du courage, de la transparence et un engagement sincère. Dans ma vie professionnelle, je m'inspire de cet exemple pour promouvoir l'équité dans mon environnement de travail,
en encourageant des discussions ouvertes sur la diversité et en signalant les pratiques qui pourraient marginaliser certains collègues. Enfin, l'histoire met en lumière le pouvoir du collectif, incarné par Camille, la journaliste Marianne, et les milliers d'internautes qui ont partagé la vidéo d'Antoine. Leur action rappelle que, dans une démocratie comme la nôtre, la voix des citoyens peut provoquer des changements majeurs. En France, où les manifestations et les pétitions font partie de l'ADN social, cette mobilisation est un écho des grandes luttes historiques, comme Mai 68. Elle m'incite à m'impliquer davantage dans ma communauté, que ce soit en signant une pétition, en participant à une association locale ou en dénonçant une injustice sur les réseaux sociaux. Comme l'a écrit Rousseau, l'homme est né libre, mais cette liberté s'exerce pleinement lorsque nous agissons ensemble pour défendre la justice. En conclusion, un siège pour la justice n'est pas seulement l'histoire d'Antoine Dubois, mais un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous pousse à questionner nos préjugés, à briser nos silences, à pardonner avec sagesse et à œuvrer pour un monde plus équitable. Dans une France qui aspire à incarner ses idéaux républicains, cette histoire est un appel à l'action. Soyons courageux comme Sophie, humains comme Philippe, dignes comme Antoine, et solidaires comme Camille. Appliquons ces leçons dans nos vies, au travail, dans nos familles, dans nos communautés, pour construire une société où chacun a sa place, quel que soit son siège. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors partagez ce message. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne encore plus de cœurs et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants sur la justice, l'humanité et le changement. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Que feriez-vous à la place d'Antoine? Comment pouvons-nous, ensemble, bâtir un avenir plus juste? Merci de nous rejoindre et à bientôt pour d'autres histoires qui font vibrer nos valeurs.